Bienvenue pour cette deuxième soirée de remise des Grands Prix Humanisme et Société, organisée par le think tank Franc-Maçonnerie et Société. Alors comme vous êtes nombreux et qu'il y a dans cette salle à la fois des francs-maçons et des non-francs-maçons, je vous redirai simplement que FMS n'a que deux objectifs. Rassembler encore et toujours les frères et les sœurs de toutes obédiences pour faire connaître à l'extérieur les valeurs de la franc-maçonnerie, les idées de la franc-maçonnerie, les actions concrètes que des humanistes du XXIe siècle sont capables de produire pour rendre ce monde meilleur. Et puis, deuxième objectif, essayer, c'est difficile, de mobiliser les obédiences pour qu'elles aient, au-delà de leur spécificité spiritualiste ou sociétale, des objectifs communs. Et pourquoi pas un socle solide à opposer aux forces destructrices qui sont à l'œuvre partout dans le monde, dans ce monde qui évolue constamment et dont il est de plus en plus difficile de comprendre les enjeux. C'est un défi à la fois gigantesque et dérisoire. Tant nos moyens sont limités, nous n'avons aucun sponsor privé, nous n'avons aucune aide de l'État, ni de quelconque fraternelle ou officine cachée, ni de députés, ni de sénateurs francs-maçons. Il est bien loin le complot maçonnique qui tire les ficelles de l'État. Aucune subvention des obédiences, qui nous font tout l'honneur d'être présentes ce soir, et c'est déjà un beau cadeau qui légitime le sérieux de notre travail. Je suis si heureux de vous voir parce que, à Franc-Maçonnerie et Société, nous avons pu mettre en œuvre une idée que, c'est vrai, je portais depuis un certain temps, certains s'en souviennent, et il faut honorer, il y a urgence à honorer les femmes et les hommes qui portent la dignité, qui portent l'humanisme comme un étendard, et qui font plus que le porter, qui jouent aussi leur vie. Donc, ce soir, oui, je suis joyeux, heureux de vous voir tous ici. Nous sommes plus nombreux que prévu, tant mieux, merci. Sur la peinture, je ne vous dirai pas grand-chose, tout a été dit, et puis c'est pas le plus important. Dans la mesure où la peinture, pour moi, vous savez, l'art pour l'art, ça c'était au XXe siècle, c'est une autre époque, du surréalisme, ça. Je trouve qu'il faudrait revenir à des choses qui avaient été abordées, par exemple, avec le Bauhaus, c'est-à-dire l'art dans la société. Et pour moi, l'art, par exemple, en ce qui me concerne, ce que j'aime, c'est l'art au service, par exemple, de la source. Vous avez parlé de la source. En effet, si moi, en tant qu'artiste, je peux aider, faire des ateliers avec d'autres artistes, où il y a des éducateurs, des enfants, des éducateurs, des artistes et des enfants, tout ça pour faire de l'enfant, non pas un artiste, mais faire de l'enfant quelqu'un de libre, quelqu'un d'ouvert, où le monde n'est pas passif. Ces enfants viennent d'un milieu très défavorisé, donc il n'y a pas que le chômage, et au contraire l'utopie, et les artistes qui sont des enfants qui ont oublié de grandir, ça se passe merveilleusement bien. En effet, la source a plus de 20 ans maintenant, 25 ans à peu près, et donc ça c'est une très belle aventure. Mais ce que je voudrais, en effet, ça a été pour moi, sur un rapport social, quelque chose de très important. Mais je voudrais vous dire que puisqu'il s'agit d'humanisme, il y a quelque chose qui me touche aussi beaucoup, et j'adhère de plus en plus à participer à ça, c'est, je trouve qu'il n'y a pas d'humanisme avec la condition animale. Je pense qu'on est dans une société de super consommation, et on ne veut pas voir ce qui se passe sur le plan animal. C'est en souriant que j'ai appris que j'avais ce prix, et ça m'a énormément touchée, et l'équipe a tenu à venir avec moi parce qu'elle était touchée aussi. Figurez-vous que dans le fameux PowerPoint que nous utilisons pour former les parents, les professeurs, les préfets, les policiers, les magistrats, enfin la terre entière, pour justement renforcer cette chaîne humaine contre Daesh, pour que chacun au niveau des territoires soit autonome, pour à la fois repérer les jeunes, mais aussi faire cette réhumanisation. Parce que, faisons une parenthèse, maintenant qu'on sait repérer les jeunes qui sont en train de se faire embrigader, eh bien il faut les sortir de cette idéologie. Et plus on est efficace en prévention, plus il faut être efficace en guérison. Et ça ne fait que commencer.
Et je ne parle pas de ceux qui rentrent, parce que, Dieu merci, certains en arrivant là-bas n'y s'imaginaient pas qu'ils trouveraient une telle déshumanisation et cherchent à fuir. Alors, dans ce fameux PowerPoint, pour finir enfin avec ma première phrase, nous décortiquons la théorie du complot parce que toutes les vidéos embrigadantes font croire aux jeunes qu'il ne faut plus faire confiance à aucun être humain autour d'eux, puisque des sociétés complotistes, les francs-maçons et les Illuminati, possèdent le pouvoir sur l'ensemble de la Terre et organisent le chômage, et ont inventé le HIV, et ont inventé le virus Ebola, et payent les professeurs pour les endormir de façon à ce que les jeunes n'aient plus de discernement, et d'ailleurs sont certainement ceux qui ont endormi leurs parents du fait que leur entourage ne peut pas voir ce qu'ils voient. Eux sont élus par Dieu pour se réveiller et pour justement sauver la société de cette force secrète qui serait donc les francs-maçons et les Illuminati. Et on transmet ça un peu partout parce que c'est avec cette théorie du complot que finalement ils arrivent à faire que le jeune doute de tous ceux qui contribuent à sa socialisation et doute de chaque adulte en fait, et que petit à petit ils prennent l'emprise sur eux. Je suis très touchée de recevoir ce prix dans la catégorie sciences, parce que j'appartiens à une discipline qui ne relève pas des sciences dures. C'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, la science n'a pas le monopole de la rationalité. Et quand une science veut avaler tous les autres modes de rationalité, anthropologique, juridique, philosophique, etc., c'est qu'elle entretient déjà un first poussé avec le totalitarisme. J'ai passé l'été à échanger avec un petit groupe d'amis, dont certains sont ici, sur un sujet qui m'importe vraiment particulièrement, qui est finalement le sujet du transhumanisme. C'est un principe qui nous semble un peu lointain. On a certainement entendu parler de cette école de la singularité et de ces évolutions technologiques qui semblent tout à fait impressionnantes. J'avais hier soir un échange, un débat en fait avec un père, le père Nicolas Butet, et nous pensions et nous pensons d'ailleurs tous les deux que l'époque, l'ère dans laquelle notre humanité est en train de s'avancer est une ère absolument fondamentale pour le devenir de l'humanité, en ce sens où les choix que nous allons faire aujourd'hui vont sans doute déterminer la conscience de l'humanité de façon définitive. Et ce que je veux dire par là, c'est que la course à la vitesse à laquelle nous semblons prêter beaucoup d'appétit est certainement une course nécessaire et passionnante, mais je crois qu'il importe de se reposer la question de la finalité de tout ça. Est-ce que nous sommes des êtres qui sont voués à l'efficacité, ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions que l'on omet parfois d'étudier? C'est tout l'objet du travail que je mène actuellement. Et à vous tous, je dois dire d'abord ma très sincère émotion d'être entouré de ceux qui ce soir sont récompensés. Je fais ce métier très sincèrement avec beaucoup de simplicité, et je mesure finalement le poids, la responsabilité qui est celle d'un journaliste en vous écoutant depuis le début de cette soirée. J'ai été très ému par ce qu'a dit Dounia il y a quelques instants. Et si mon métier parfois permet de tendre des micros, de faire entendre des voix qui donnent à notre société un sens, un rapport à l'autre et finalement une capacité à s'intéresser tout simplement à l'être humain et à l'humanisme, j'en suis vraiment très heureux, et ce soir je suis très touché du climat qui préside à cette soirée. Je suis très très fier de recevoir ce prix, pas seulement pour moi, parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie et tout ce que je ferai encore jusqu'à mon dernier souffle, c'est pour le transmettre aux futures générations. Quand on s'affole de tout ce qui peut se passer dans ce monde, il ne faut pas trop paniquer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que si on ne fait rien en se disant, après tout, c'est le mal qui va gagner, alors on va se laisser aller. Non.
ne faut pas baisser les bras. Parce que nos enfants et nos petits-enfants nous reprocheront un jour de n'avoir rien fait pour leur faire avancer le travail. Ce travail, nous devons le faire tous ensemble. Comme dans ma chanson « Enfants de tout pays » que j'ai écrite avec Jacques de Marny en 1963, je ne pensais pas que j'allais recevoir ce prix qui est la conclusion, la conséquence un peu de ma chanson que je chante dans le monde entier depuis 53 ans maintenant. Et des millions de gens l'ont entendu, la fredonnent encore. Je pensais que je n'allais pas la chanter au bout de 53 ans, cette chanson. Je pensais que finalement mon rêve allait se réaliser et que je n'aurais plus à la chanter. Eh bien, je continue encore, malheureusement. Mais je continue, je dis malheureusement, pas pour le présent, je le dis pour le futur, pour nos enfants, pour les futures générations, nos enfants et nos petits-enfants. Et ils diront, mon grand-père, mon arrière-grand-père était un humaniste, et je suis fier d'être un humaniste. Voilà. Enfants de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur.